Orléans, nuit du 12 mars 1992. Claire Renaudin, 34 ans, descend d'un taxi à quelques rues de chez elle. Le chauffeur repart sans un mot. Elle ajuste son manteau, marche sous la pluie fine. Personne ne la voit entrer dans son immeuble. Personne ne la revoit jamais. 30 ans plus tard, un document oublié dans les archives municipales change tout. Un simple formulaire, glissé entre deux classeurs poussiéreux, mentionne un appel anonyme reçu cette nuit-là. Une femme descendue trop tôt de son taxi. Cette feuille égarée devient la dernière trace connue de Claire. Le téléphone sonne dans la nuit du 12 mars. Une voix masculine, brève, tendue. Une femme est descendue d'un taxi rue de la République. Elle avait l'air perdue. L'opérateur note l'information sur un formulaire standard. Aucun nom, aucun numéro de rappel. Le papier est classé puis oublié. Pendant 3 décennies, cette information reste invisible, enfouie dans des milliers de dossiers administratifs. Pendant ce temps, la famille de Claire attend. Les enquêteurs abandonnent. Le dossier se referme. Mais cette archive silencieuse détient peut-être la clé de tout. Claire Renaudin n'était pas une femme qui disparaît sans raison. Elle travaillait comme comptable dans une entreprise de fournitures industrielles, menait une vie stable, sans ennemis connus. Ce soir-là, elle dîne avec une collègue dans un restaurant du centre-ville. Elle se sépare vers 23 heures. Claire appelle un taxi, monte à bord, donne son adresse. Le chauffeur la dépose officiellement à 2 rues de son appartement. C'est la dernière fois qu'on la voit vivante. Ou presque. Car cet appel anonyme change absolument tout ce qu'on croyait savoir sur cette nuit-là. Orléans, début des années 90. La ville connaît une période de transformation urbaine entre rénovation des quartiers anciens et développement de nouvelles zones résidentielles. Claire Renaudin y vit depuis 6 ans, installée dans un petit appartement du quartier Madeleine. Elle est discrète, travailleuse, appréciée de ses collègues. Pas de drame visible, pas de menaces identifiées. Une vie ordinaire qui bascule en une nuit, sans explication, sans témoin, sans corps. Le genre d'affaire qui glace les enquêteurs et hante les proches pendant des décennies. Le soir du 12 mars, Claire termine sa journée comme d'habitude. Elle retrouve sa collègue Sophie au restaurant Le Panier Fleuri, une brasserie familiale près de la cathédrale. Elle parle travail, projet, week-end à venir. Rien d'inhabituel dans leurs échanges. Vers 23 heures, elles se séparent sur le trottoir. Sophie rentre chez elle à pied. Claire, elle, appelle un taxi depuis une cabine téléphonique. Le véhicule arrive rapidement. Elle monte à l'arrière, donne son adresse rue des Carmes. Le chauffeur démarre. Selon le registre de la compagnie de taxi, la course se termine officiellement à 23h32, à l'angle de la rue de la République et de la rue des Carmes. Le chauffeur affirme avoir déposé Claire à cet endroit précis, comme elle le lui aurait demandé. Il repart aussitôt vers une autre course. Aucun incident signalé, aucun comportement étrange. Pourtant, Claire ne rentre jamais chez elle. Son appartement, situé à 3 minutes à pied du point de dépose, reste vide. Les clés sont dans son sac. La porte est verrouillée de l'extérieur. Le lendemain matin, son absence au travail alerte Sophie. Elle essaie de joindre Claire par téléphone sans succès. Inquiète, elle contacte le propriétaire de l'immeuble qui accepte d'ouvrir l'appartement. Tout est en ordre. Le lit est fait, la vaisselle rangée, le courrier du matin posé sur la table. Aucun signe de départ précipité, aucun message, aucune valise préparée. Claire semble s'être volatilisée entre le taxi et sa porte d'entrée. L'enquête commence immédiatement, mais sans aucune piste solide dès le départ. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune enquête sur les affaires non résolues qui marquent notre histoire. Laissez un like si vous voulez soutenir ce travail de recherche et dites-nous en commentaire de quelle ville et à quelle heure vous nous regardez. Maintenant, plongeons dans les détails de cette enquête impossible. L'enquête débute le 13 mars 1992. Moins de 24 heures après la disparition, les gendarmes interrogent d'abord Sophie, la dernière personne à avoir vu Claire. Elle confirme que son amie semblait parfaitement normale ce soir-là, détendue, de bonne humeur. Aucune tension, aucune inquiétude exprimée. Sophie ne remarque rien d'inhabituel dans son comportement ni dans ses propos. Elle insiste sur le fait que Claire voulait simplement rentrer chez elle pour se reposer. Rien dans cette soirée ne laissait présager une disparition. Les enquêteurs se tournent ensuite vers le chauffeur de taxi, identifié grâce au registre de la compagnie.
Il s'appelle Jean-Marc Dulac, 42 ans, conducteur expérimenté sans antécédent judiciaire. Il confirme avoir pris Claire en charge devant le restaurant, avoir roulé jusqu'à la rue de la République et l'avoir déposée comme convenu. Il affirme qu'elle n'a pas parlé durant le trajet, qu'elle semblait pressée de descendre. Il repart aussitôt après, ne remarque personne autour de la voiture. Jean-Marc Dulac accepte de répondre à toutes les questions, de fournir son emploi du temps complet de la soirée, de se soumettre à plusieurs auditions. Sa coopération est totale. Les enquêteurs vérifient chaque détail de sa version. Les horaires correspondent, les trajets sont cohérents avec les registres de la compagnie. Aucune contradiction n'apparaît. Aucun élément suspect dans son passé, aucun lien connu avec Claire Renaudin. Il devient rapidement un témoin plutôt qu'un suspect, mais les doutes persistent dans l'esprit de certains enquêteurs. Les gendarmes fouillent l'appartement de Claire avec minutie. Ils examinent chaque pièce, chaque tiroir, chaque document. Ils cherchent des indices de départ volontaire, de relations cachées, de menaces extérieures. Rien. Pas de lettre d'adieu, pas de conflit récent, pas de dette, pas de liaison secrète. Son compte bancaire n'a enregistré aucun retrait depuis le 11 mars. Ses cartes de crédit sont restées inactives. Ses affaires personnelles sont toutes présentes, y compris son passeport, ses papiers d'identité, ses bijoux de valeur. Les voisins de l'immeuble sont interrogés un par un. Certains connaissent Claire de vue, d'autres ont échangé quelques mots avec elle dans l'escalier. Tous la décrivent comme quelqu'un de discret, poli, sans histoire. Personne ne l'a vue rentrer ce soir-là. Personne n'a entendu de bruit suspect, de cris, de disputes. L'immeuble est calme, peu fréquenté la nuit. Aucun témoin oculaire ne se manifeste spontanément dans les jours suivants. Les enquêteurs élargissent leurs recherches aux alentours du point de dépose. Ils interrogent les commerçants, les habitants des rues adjacentes, les clients des cafés encore ouverts à cette heure. Personne ne se souvient d'avoir vu une femme seule marchant sous la pluie vers 23h30. Personne ne signale de présence suspecte, de véhicules inhabituels, de comportements étranges. Le quartier était désert, plongé dans la routine nocturne d'une ville de taille moyenne. Les gendarmes tentent de reconstituer les derniers mètres parcourus par Claire. Du point de dépose à son immeuble, il y a environ 250 mètres, soit 3 minutes de marche normale. Le trajet est simple, bien éclairé par les réverbères, sans passage isolé. Pourtant, personne ne l'a vue, comme si elle avait disparu entre deux lampadaires, avalée par la nuit sans laisser de traces. Cette absence totale de témoignages devient le premier mystère insoluble de l'affaire. Les enquêteurs vérifient les caméras de surveillance dans le secteur. En 1992, à Orléans, les dispositifs de vidéosurveillance sont encore rares, limités à quelques commerces et banques. Aucune caméra ne couvre la rue de la République ni les rues avoisinantes. Aucune image de Claire marchant vers son domicile. Aucune preuve visuelle de ce qui s'est passé après sa descente du taxi. Cette absence technologique complique énormément l'enquête, privant les gendarmes d'un outil désormais essentiel. L'hypothèse d'un départ volontaire est rapidement écartée. Claire n'avait aucune raison de fuir, pas de dette, pas de conflit familial, pas de relations amoureuses compliquées. Elle entretenait des rapports cordiaux avec ses parents, son frère, ses collègues. Elle n'avait jamais évoqué de projet de changement de vie, de lassitude, de besoin de rupture. De plus, l'absence de retrait d'argent, de préparation matérielle, de messages d'explication rend cette hypothèse totalement improbable. Les enquêteurs explorent alors l'hypothèse criminelle. Enlèvement, agression, meurtre. Mais sans corps, sans témoin, sans mobile apparent, cette piste reste purement théorique. Aucun suspect n'émerge du cercle social de Claire. Aucun individu suspect n'est signalé dans le quartier cette nuit-là. Aucune trace de lutte, de sang, de violence. L'absence totale de preuves matérielles paralyse l'enquête dès les premières semaines. Les gendarmes tournent en rond. Les médias locaux relaient la disparition. Des articles paraissent dans la République du Centre. Des appels à témoins sont diffusés sur les radios régionales. Quelques signalements arrivent, la plupart sans intérêt. Une femme aperçue à la gare d'Orléans, une autre dans un supermarché de Blois. Aucune confirmation, aucune piste sérieuse. Les semaines passent, l'affaire perd en visibilité médiatique. Le dossier commence à s'alourdir de rapports sans conclusion, d'auditions sans avancée. Les proches de Claire refusent d'abandonner. Son frère, Laurent Renaudin, multiplie les démarches, contacte les associations de familles de disparus, distribue des tracts dans la ville, il organise des battues dans les environs, espérant retrouver un indice, un vêtement, n'importe quoi.
Les recherches se concentrent d'abord sur les zones boisées proches d'Orléans, les bords de Loire, les terrains vagues. Rien. Pas le moindre élément tangible. Claire semble s'être littéralement évaporée. En juin 1992, 3 mois après la disparition, l'enquête stagne complètement. Les gendarmes ont épuisé toutes les pistes classiques. Aucun nouvel élément n'apparaît. Le dossier reste ouvert, mais les moyens alloués diminuent. Les enquêteurs passent à d'autres affaires plus récentes, plus solvables. Le nom de Claire Renaudin rejoint la longue liste des disparitions inexpliquées du Loiret, de la France entière. Une statistique parmi tant d'autres, une famille brisée parmi tant d'autres. Fin 1992, l'affaire est pratiquement classée. Officiellement, le dossier reste ouvert, mais en réalité, personne n'y travaille plus activement. Les proches de Claire continuent de vivre avec cette absence insupportable, sans réponse, sans corps, sans cérémonie. Juste un vide, une incertitude permanente qui empêche le deuil. Laurent Renaudin refuse de croire que sa sœur a simplement disparu sans raison. Il continue ses recherches personnelles, conserve tous les documents, toutes les coupures de presse, tous les contacts. Pendant 30 ans, l'affaire Claire Renaudin reste gelée. Aucun rebondissement, aucune nouvelle piste, aucun aveu tardif. Les années passent, les enquêteurs changent, les technologies évoluent, mais le mystère reste entier. Claire demeure introuvable, ni vivante, ni morte, ni oubliée. Sa disparition devient une légende locale, une histoire racontée à voix basse dans les cafés d'Orléans. Une femme qui s'est volatilisée entre un taxi et sa porte. Une énigme sans solution apparente. Mars 2022, 30 ans jour pour jour après la disparition. Les archives municipales d'Orléans entament un grand tri administratif. Des milliers de documents accumulés depuis des décennies doivent être classés, numérisés ou détruits selon leur importance historique. Une équipe de 3 archivistes travaille méthodiquement dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Ils ouvrent des cartons poussiéreux, examinent des registres oubliés, trient des formulaires administratifs jaunis par le temps. C'est un travail fastidieux, répétitif, sans surprise apparente. Parmi ces milliers de documents, une archiviste nommée Mathilde Fouché tombe sur un classeur étiqueté « Signalement divers », mars 1992. Elle l'ouvre par curiosité, feuillette les pages. La plupart sont des formulaires standards, plaintes pour tapage nocturne, objets trouvés, véhicules abandonnés. Puis elle tombe sur une feuille différente, un formulaire d'appel anonyme, daté du 12 mars 1992 à 23h53. L'écriture manuscrite est encore lisible, bien que légèrement effacée par le temps. Le texte est bref, presque laconique. Le formulaire indique « Appel anonyme reçu à 23h53 », voix masculine. Signale une femme descendue d'un taxi, rue de la République, secteur Carme. L'appelant indique qu'elle avait l'air perdue, qu'elle regardait autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. Aucun numéro de rappel fourni. Communication interrompue rapidement. Aucune suite demandée. En bas de page, une annotation au stylo bleu, information transmise service concerné. Mais aucune trace d'un quelconque suivi. Le formulaire est simplement resté là, classé, oublié. Mathilde Fouché ne fait pas immédiatement le lien avec l'affaire Claire Renaudin. Elle continue son tri, range le formulaire dans une pochette destinée aux documents à conserver. Ce n'est que le lendemain, en discutant avec une collègue plus âgée, qu'elle mentionne cet appel étrange. Sa collègue, qui travaille aux archives depuis 30 ans, se souvient de la disparition de Claire. Elle se rappelle les affiches placardées en ville, les recherches, le mystère jamais résolu. Elle suggère à Mathilde de vérifier les dates. Coïncidence troublante. Mathilde retourne aux archives, récupère le formulaire, compare les dates. Le 12 mars 1992, 23h53. Soit 21 minutes après la dépose officielle de Claire par le taxi. Une femme, rue de la République, secteur Carmes, ayant l'air perdue. Tous les éléments concordent. Mathilde réalise qu'elle tient peut-être la dernière trace connue de Claire Renaudin. Un document qui aurait dû être transmis aux enquêteurs en 1992, mais qui est resté perdu dans les méandres administratifs pendant 3 décennies. Elle contacte immédiatement le service des archives départementales, qui à son tour informe les services de gendarmerie. Le formulaire est photographié, scanné, transmis officiellement. Le dossier Claire Renaudin, dormant depuis des années, est rouvert d'urgence.
Les nouveaux enquêteurs en charge de l'affaire examinent ce document avec stupéfaction. Comment un élément aussi crucial a-t-il pu passer inaperçu pendant 30 ans? Pourquoi cet appel n'a-t-il jamais été intégré au dossier d'enquête principal? Les gendarmes lancent une investigation interne pour comprendre ce qui s'est passé en 1992. Ils retrouvent les registres de la gendarmerie de l'époque, les cahiers de consignation, les rapports journaliers. Nulle part, il n'est fait mention de cet appel anonyme. Aucune trace dans les procès-verbaux, aucune audition réalisée suite à ce signalement. Le formulaire semble être resté aux archives municipales sans jamais atteindre les enquêteurs. Une défaillance administrative qui a peut-être coûté la résolution de l'affaire. Les spécialistes tentent de reconstituer le circuit de l'information en 1992. À cette époque, les appels au service municipal d'urgence n'étaient pas automatiquement transmis à la gendarmerie. Une secrétaire de mairie prenait note des signalements, puis décidait selon son jugement s'il fallait alerter les forces de l'ordre. Dans le cas de cet appel, la secrétaire a apparemment considéré qu'il s'agissait d'une information mineure, pas assez urgente pour déranger la gendarmerie en pleine nuit. Elle a simplement noté l'information, classé le formulaire et continué son service. Cette erreur d'appréciation a des conséquences dramatiques. Si les enquêteurs avaient eu connaissance de cet appel dès le 13 mars 1992, ils auraient pu réagir immédiatement. Interroger plus précisément les témoins potentiels, rechercher l'appelant anonyme, analyser la séquence des événements avec ce nouvel élément. Mais ce formulaire est resté invisible, enterré sous des milliers d'autres documents pendant 3 décennies entières. Un détail administratif qui change tout. Laurent Renaudin, le frère de Claire, est contacté par les gendarmes. Ils lui expliquent la découverte, lui montrent le formulaire. Il reste silencieux un long moment, les yeux fixés sur cette feuille jaunie. Puis il explose de colère. 30 ans d'attente, 30 ans d'espoir, 30 ans de souffrance. Et il découvre qu'une information cruciale existait depuis le début, qu'elle aurait pu changer le cours de l'enquête. Il veut des explications, des responsabilités établies, des excuses officielles. Les gendarmes tentent de l'apaiser mais comprennent sa rage. Les médias s'emparent immédiatement de cette révélation. L'affaire Claire Renaudin, oubliée depuis des années, revient en une des journaux régionaux et nationaux. 30 ans après, une archive oubliée relance l'enquête. Les plateaux de télévision invitent des experts en affaires criminelles, des psychologues, des proches de disparus. Le cas Claire devient un symbole des failles administratives, des enquêtes bâclées, des familles abandonnées. La pression médiatique pousse les autorités à mobiliser davantage de moyens. Les enquêteurs décident de reprendre l'affaire depuis le début, en intégrant ce nouvel élément. Ils reconstituent minute par minute les événements du 12 mars 1992. Dépose par le taxi à 23h32, appel anonyme à 23h53, soit 21 minutes d'écart. Que s'est-il passé durant ce laps de temps? Où était Claire? Pourquoi l'appelant anonyme la décrit-il comme perdue? Autant de questions qui relancent totalement l'investigation. Les gendarmes tentent d'identifier l'auteur de l'appel anonyme. Ils vérifient les enregistrements téléphoniques de l'époque, mais découvrent qu'ils ont été détruits depuis longtemps, conformément aux règles de conservation des archives. Impossible de retrouver la voie, de tracer le numéro appelant. L'appelant reste anonyme, peut-être décédé, peut-être toujours vivant quelque part, sans savoir que son appel a été retrouvé 30 ans plus tard. Une piste fantôme, mais une piste quand même. Les enquêteurs lancent un nouvel appel à témoins, cette fois avec des moyens modernes. Publicité sur les réseaux sociaux, diffusion dans les journaux télévisés nationaux, sites spécialisés dans les affaires non résolues. Ils recherchent toute personne ayant vu une femme seule, désemparée, dans le secteur de la rue de la République, la nuit du 12 mars 1992. Ils espèrent que quelqu'un, après toutes ces années, se souviendra d'un détail, d'une image, d'une présence. L'espoir renaît malgré le temps écoulé. Plusieurs témoignages arrivent dans les semaines suivantes. Une femme se souvient avoir vu une silhouette féminine marchant lentement sous la pluie, mais ne peut donner de détails précis. Un homme affirme avoir entendu des voix cette nuit-là, sans pouvoir les localiser. Un autre témoin parle d'une voiture garée bizarrement, mais ne se rappelle ni la marque, ni la couleur, ni l'immatriculation. Des souvenirs flous, fragmentés par 3 décennies, impossibles à vérifier. Aucune piste solide n'émerge vraiment. Les enquêteurs décident de réinterroger Jean-Marc Dulac,
le chauffeur de taxi. 30 ans ont passé, il est maintenant retraité, vit dans un village proche d'Orléans. Il accepte de répondre aux questions, bien qu'il soit visiblement fatigué par cette histoire qui le poursuit. Il maintient sa version initiale. Il a déposé Claire Renaudin à l'endroit convenu. Elle est descendue sans un mot. Il est reparti aussitôt. Il n'a rien vu d'anormal, rien entendu d'inhabituel. Son récit n'a pas changé d'1 millimètre. Les gendarmes lui montrent le formulaire découvert aux archives. Ils lui demandent si 21 minutes après la dépose, il aurait pu voir quelque chose en repartant vers une autre course. Jean-Marc réfléchit longuement. Il explique que sa prochaine course ce soir-là était dans un autre quartier, qu'il a quitté la rue de la République immédiatement. Il n'a pas fait demi-tour, n'est pas repassé par cet endroit. Il insiste sur le fait qu'il ne comprend toujours pas ce qui a pu arriver à Claire après sa descente. Les enquêteurs analysent en profondeur le registre des courses de taxi de cette nuit-là. Ils vérifient si d'autres véhicules sont passés dans le secteur après la dépose de Claire. Ils découvrent qu'un second taxi, conduit par un certain Patrick Morel, a effectué une course dans le quartier vers 23h45. Ce chauffeur n'avait jamais été interrogé en 1992. Les gendarmes le recherchent activement, le localisent finalement dans une maison de retraite en Touraine. Il accepte de témoigner, bien que sa mémoire soit fragile. Patrick Morel se souvient vaguement de cette nuit, sans pouvoir fournir de détails précis. Il confirme avoir circulé rue de la République, mais ne se rappelle pas avoir vu une femme seule. Il transportait un client vers la gare, se concentrait sur la route mouillée. Il n'a rien remarqué d'inhabituel. Aucune présence suspecte, aucun véhicule étrange. Son témoignage n'apporte aucun élément nouveau, mais confirme qu'au moins 2 taxis ont sillonné le quartier dans la période critique. Une information qui ouvre de nouvelles hypothèses. Les enquêteurs se demandent alors si Claire n'est pas montée dans un second véhicule après sa descente du premier taxi. Une voiture banalisée, un faux taxi ou simplement quelqu'un qui lui aurait proposé de la conduire. Cette hypothèse expliquerait pourquoi elle n'a jamais atteint son immeuble. Mais sans témoin, sans preuve, sans aveu, elle reste purement spéculative. Les gendarmes tentent de reconstituer le trafic automobile du secteur cette nuit-là, mais les archives de 1992 sont incomplètes. Parallèlement, les enquêteurs explorent la piste de l'appelant anonyme. Qui était cet homme qui a téléphoné à 23h53? Pourquoi a-t-il appelé? Que faisait-il dans le quartier à cette heure? Pourquoi n'a-t-il pas recontacté les autorités en apprenant la disparition de Claire dans les jours suivants? Toutes ces questions restent sans réponse. L'appelant demeure une ombre, un fantôme dans cette histoire déjà saturée de mystère. Une voix sans visage, un témoin sans identité. Les gendarmes envisagent l'hypothèse que l'appelant anonyme soit l'auteur de la disparition. Peut-être appelait-il pour brouiller les pistes, pour orienter l'enquête dans une fausse direction, pour se donner un alibi indirect. Cette théorie est séduisante, mais impossible à prouver. Aucun élément ne permet de relier cet appel à un acte criminel. Aucun suspect n'émerge de cette piste. L'appelant reste un mystère aussi opaque que la disparition elle-même. Les spécialistes en analyse comportementale sont consultés. Ils étudient le formulaire, analysent les mots utilisés. Elle avait l'air perdue. Elle regardait autour d'elle comme si elle ne reconnaissait pas l'endroit. Cette description suggère que Claire était désorientée, peut-être confuse, peut-être effrayée. Pourquoi ne reconnaissait-elle pas l'endroit? Elle vivait dans ce quartier depuis 6 ans, connaissait parfaitement les rues. Quelque chose ne colle pas. Une incohérence qui alimente toutes les spéculations. Les enquêteurs se demandent si Claire n'a pas été victime d'une agression chimique. Une substance administrée discrètement durant le trajet en taxi ou juste après. Une drogue qui aurait altéré sa perception, provoqué une désorientation, facilité son enlèvement. Cette hypothèse est compatible avec la description de l'appelant anonyme. Mais sans corps, sans analyse toxicologique, sans preuve matérielle, elle reste purement théorique. Une possibilité parmi tant d'autres dans cette affaire saturée d'hypothèses invérifiables. Les gendarmes revisitent tous les témoignages de 1992 à la lumière de cette nouvelle information. Ils relisent les auditions, les rapports, les procès-verbaux. Ils cherchent des incohérences, des détails négligés, des pistes abandonnées trop vite. Ils constatent que l'enquête initiale, bien que sérieuse, a manqué de moyens, de temps, de technologie. Les enquêteurs de l'époque ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils disponibles,
Mais l'affaire était trop complexe, trop opaque, trop dépourvue de preuves tangibles. Les proches de Claire sont recontactés, réinterrogés. Sophie, la collègue qui a dîné avec elle ce soir-là, témoigne à nouveau. Elle confirme que Claire semblait parfaitement normale, pas du tout désorientée. Elle insiste sur le fait que son amie n'avait consommé ni alcool ni drogue. Elles ont partagé une carafe d'eau, rien d'autre. Sophie ne comprend pas pourquoi Claire aurait pu paraître perdue quelques minutes plus tard. Cela n'a aucun sens selon elle. Quelque chose a dû se passer après le dîner. Les enquêteurs examinent la possibilité d'une agression express, entre la descente du taxi et l'appel anonyme. 21 minutes, c'est suffisant pour commettre un enlèvement, transporter une victime, effacer les traces. Mais où? Comment? Avec quel véhicule? Aucun témoin n'a signalé de bruit, de cris, de véhicules suspects. Le quartier était calme, endormi. Une agression en pleine rue, dans un secteur résidentiel, même tard le soir, aurait laissé des traces, attiré l'attention. Pourtant, rien. Le silence absolu. Les gendarmes explorent également la piste d'une rencontre fortuite. Peut-être Claire a-t-elle croisé quelqu'un qu'elle connaissait ou quelqu'un qui prétendait la connaître. Peut-être a-t-elle accepté de monter dans une voiture, de faire un détour, de suivre cette personne quelque part. Une confiance trahie, une naïveté fatale. Mais là encore, aucun élément ne vient confirmer cette hypothèse. Aucun proche, aucun collègue, aucun voisin ne correspond à ce profil. Claire n'entretenait pas de relations secrètes, pas de fréquentation douteuse. Les mois passent, l'enquête de 2022 piétine exactement comme celle de 1992. Malgré les moyens modernes, les appels à témoins, l'ADN, les analyses comportementales, les enquêteurs se heurtent au même mur. Aucune preuve, aucun corps, aucun suspect, aucun mobile. Juste ce formulaire retrouvé par hasard qui apporte plus de questions que de réponses. La dernière trace connue de Claire Renaudin reste une énigme insoluble, un fantôme administratif qui hante désormais officiellement le dossier. Laurent Renaudin continue de chercher. Il participe à des émissions de télévision, contacte des journalistes d'investigation, sollicite des détectives privés. Il refuse de baisser les bras, refuse d'accepter que sa sœur soit simplement devenue une statistique. Il veut des réponses, il veut la vérité, il veut un corps à enterrer. Mais après 30 ans, les chances de résoudre cette affaire sont infimes. Le temps efface les preuves, les témoins disparaissent, les souvenirs s'estompent. L'espoir s'amenuise. En 2023, une nouvelle piste émerge de manière inattendue. Un journaliste indépendant spécialisé dans les affaires non résolues décide de consacrer un podcast à la disparition de Claire Renaudin. Il épluche le dossier, interroge les protagonistes encore vivants, consulte les archives. Au cours de ses recherches, il découvre qu'en mars 1992, plusieurs autres femmes ont été victimes d'agressions ou de tentatives d'enlèvement dans le Loiret et les départements voisins. Aucune de ces affaires n'a été reliée à l'époque, mais les similitudes troublent. Le journaliste compile les dossiers. En février 1992, une femme est agressée à la sortie d'un bar à Blois. En avril, une autre est suivie en voiture à Chartres. En mai, une tentative d'enlèvement échoue à Vendôme. Toutes ces affaires impliquent des femmes seules, la nuit dans des circonstances similaires. Aucune n'a été résolue. Les victimes survivantes décrivent un homme d'âge moyen, cheveux bruns, conduisant une voiture sombre. Mais les descriptions restent vagues. Les enquêtes s'enlisent rapidement. Le journaliste contacte les gendarmes en charge du dossier Claire Renaudin. Il leur présente ses recherches, suggère une enquête interrégionale pour relier ces affaires. Les enquêteurs sont sceptiques au départ, mais acceptent d'étudier les éléments fournis. Ils lancent une comparaison systématique des modes opératoires, des profils de victimes, des circonstances géographiques et temporelles. Des similitudes apparaissent, suffisamment troublantes pour justifier une investigation approfondie. Les gendarmes créent une cellule spéciale pour analyser ces affaires groupées. Ils interrogent à nouveau les victimes survivantes, 30 ans après les faits. Certaines ont déménagé, d'autres ont refoulé ces souvenirs traumatisants. Quelques-unes acceptent de témoigner, de se replonger dans ces nuits terrifiantes. Leurs récits convergent sur certains points. Un homme poli au départ, une proposition d'aide ou de transport, une voiture banalisée, une agressivité soudaine, un prédateur méthodique. Les enquêteurs tentent d'identifier ce prédateur potentiel. Ils croisent les fichiers criminels,
recherche des condamnations pour agression sexuelle ou enlèvement dans la région entre 1990 et 1995. Plusieurs noms émergent, mais aucun ne correspond parfaitement au profil. Certains suspects sont décédés, d'autres ont des alibis vérifiés, d'autres ne correspondent pas physiquement aux descriptions. La piste semble prometteuse, mais se dilue rapidement dans les impasses habituelles. Parmi les suspects potentiels figure un homme condamné en 1994 pour agression sexuelle à Orléans. Il s'appelle Bernard Lavigne, mécanicien de profession, 45 ans au moment des faits. Il correspondait au profil physique décrit par certaines victimes. Les enquêteurs le localisent en prison, où il purge une longue peine pour plusieurs agressions. Il demande l'autorisation de l'interroger. Bernard Lavigne accepte de répondre aux questions, mais nie catégoriquement toute implication dans la disparition de Claire Renaudin. L'interrogatoire dure plusieurs heures. Les gendarmes présentent à Bernard Lavigne le formulaire retrouvé, les témoignages des victimes survivantes, les similitudes entre les affaires. Il reste impassible, répète qu'il ne connaît pas Claire, qu'il n'était pas dans le secteur cette nuit-là, qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Les enquêteurs insistent, essaient de le déstabiliser, cherchent des failles dans son discours. Mais Bernard Lavigne est un récidiviste expérimenté, habitué aux interrogatoires, maître dans l'art du déni. Les gendarmes tentent de vérifier son alibi pour la nuit du 12 mars 1992. Ils consultent les dossiers judiciaires, recherchent des témoignages, des preuves de sa présence ailleurs. Ils découvrent qu'à cette époque, Bernard Lavigne travaillait dans un garage de nuit avec des horaires irréguliers. Son employeur de l'époque est décédé. Les registres du garage ont été détruits. Impossible de confirmer ou d'infirmer sa présence au travail cette nuit-là. Un alibi fantôme, ni prouvé, ni démenti. Les enquêteurs demandent à Bernard Lavigne de fournir son ADN pour comparaison avec d'éventuelles traces biologiques retrouvées dans les affaires non résolues. Il refuse catégoriquement, invoque ses droits, consulte son avocat. Sans mandat judiciaire spécifique, les gendarmes ne peuvent pas le contraindre. La piste Bernard Lavigne s'arrête là, faute de preuves suffisantes pour justifier une mise en examen. Un suspect possible, mais rien de plus. Encore une impasse. Le podcast du journaliste indépendant est diffusé en septembre 2023. Il connaît un succès immédiat, totalise des centaines de milliers d'écoutes. Les auditeurs se passionnent pour l'affaire Claire Renaudin, partagent leurs théories, proposent de nouvelles pistes. Certains affirment avoir vu Claire après mars 1992, vivante, dans d'autres villes, sous une autre identité. D'autres prétendent connaître l'identité du coupable, sans jamais fournir de preuves. Le bruit médiatique est intense mais stérile. Aucune information crédible n'en ressort. Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire. Des groupes Facebook, des fils Twitter, des chaînes YouTube se créent pour discuter du cas Claire Renaudin. Des amateurs d'énigmes criminelles mènent leurs propres investigations, analysent les photos de l'époque, décortiquent le formulaire retrouvé, formulent des hypothèses toujours plus complexes. Certaines théories sont farfelues, d'autres étonnamment documentées. Mais aucune ne convainc les enquêteurs officiels. L'affaire devient virale, sans pour autant se rapprocher d'une résolution. Laurent Renaudin, le frère de Claire, participe à plusieurs épisodes du podcast. Il raconte son combat, sa souffrance, son refus d'abandonner. Il remercie le journaliste d'avoir relancé l'intérêt médiatique, mais admet que chaque nouvelle piste infructueuse le plonge un peu plus dans le désespoir. Il a maintenant 63 ans, sa santé décline, son énergie faiblit. Il sait qu'il n'obtiendra peut-être jamais les réponses qu'il cherche. Mais il continue, par amour pour sa sœur, par besoin de vérité. En décembre 2023, un dernier rebondissement survient. Un homme contacte les gendarmes, affirmant avoir été l'appelant anonyme de mars 1992. Il s'appelle Michel Grandin, 68 ans, retraité, vit dans la banlieue d'Orléans. Il explique qu'il rentrait chez lui cette nuit-là, qu'il a vu une femme marchant lentement, visiblement perdue. Il a hésité à s'arrêter, puis a préféré appeler les autorités depuis une cabine téléphonique. Il n'a jamais su que son appel concernait une femme qui allait disparaître. Il n'a appris l'affaire que récemment, en écoutant le podcast. Les enquêteurs convoquent Michel Grandin pour une audition officielle. Ils lui demandent de raconter précisément ce qu'il a vu cette nuit-là. Il décrit une femme de taille moyenne, cheveux châtains, vêtue d'un manteau sombre. Elle marchait lentement,
s'arrêtait régulièrement, regardait autour d'elle. Elle semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Michel roulait au pas, l'a observé une trentaine de secondes, puis a décidé de ne pas intervenir directement. Il a préféré appeler les services municipaux, pensant qu'il saurait quoi faire. Il est reparti sans savoir ce qui allait suivre. Les gendarmes vérifient minutieusement son témoignage. Ils comparent sa description avec les photos de Claire Renaudin. Elles correspondent. Ils analysent son emploi du temps de 1992, son parcours personnel, son casier judiciaire. Rien de suspect. Michel Grandin semble être un témoin sincère, qui a simplement agi selon sa conscience à l'époque. Son témoignage confirme que Claire était effectivement vivante et consciente 21 minutes après la dépose du taxi. Mais il n'explique pas ce qui s'est passé ensuite. Michel Grandin précise qu'il n'a vu personne d'autre dans la rue à ce moment-là. Aucun véhicule en stationnement suspect, aucun individu rôdant dans les parages, juste Claire, seule, désorientée, sous la pluie. Il regrette aujourd'hui de ne pas s'être arrêté, de ne pas lui avoir proposé de l'aide directement. Peut-être aurait-il pu changer le cours des événements. Cette culpabilité le ronge depuis qu'il a découvert l'affaire. Les enquêteurs le rassurent, lui expliquent qu'il n'est en rien responsable de la disparition. Le témoignage de Michel Grandin relance une dernière fois l'enquête. Les gendarmes concentrent désormais leurs efforts sur la période suivant son appel, entre 23h53 et minuit. Que s'est-il passé durant ces quelques minutes? Où est allée Claire après avoir été observée par Michel? A-t-elle rencontré quelqu'un? A-t-elle été enlevée? A-t-elle eu un malaise? Les hypothèses se multiplient, mais les preuves restent désespérément absentes. L'énigme demeure entière, simplement décalée de quelques minutes. Les enquêteurs décident d'effectuer une reconstitution complète des événements. Ils retournent sur les lieux, 31 ans après les faits. La rue de la République a changé, certains bâtiments ont été rénovés, d'autres détruits. Mais la configuration générale est restée similaire. Les gendarmes marchent le trajet supposé de Claire, du point de dépose du taxi jusqu'à son immeuble. 3 minutes de marche, 250 mètres, un parcours banal, sans danger apparent. Pourtant, Claire n'a jamais franchi cette distance. Ils tentent de comprendre pourquoi Claire paraissait désorientée selon le témoignage de Michel Grandin. Était-elle droguée? Malade? Effrayée? Les enquêteurs explorent toutes les pistes médicales. Ils contactent les hôpitaux d'Orléans et des environs, recherchent des admissions d'urgence le 12 ou le 13 mars 1992. Aucune femme correspondant au profil de Claire n'a été enregistrée. Pas d'accident, pas de malaise, pas d'amnésie signalée. Claire n'a jamais atteint un hôpital. Les gendarmes relancent un dernier appel à témoins, spécifiquement pour la période entre 23h53 et minuit 15. Ils demandent à toute personne ayant circulé dans le secteur à cette heure précise de se manifester. Quelques nouveaux témoignages arrivent, mais aucun n'apporte d'éléments décisifs. Un livreur de nuit affirme avoir vu une voiture garée bizarrement, mais ne peut fournir de détails. Une résidente parle d'un bruit de portière, sans pouvoir le situer précisément. Des fragments de souvenirs, trop vagues pour construire une piste solide. Les enquêteurs consultent des experts en disparitions inexpliquées. Ces spécialistes analysent le dossier, proposent des scénarios. Certains penchent pour un enlèvement éclair, d'autres pour une fuite volontaire suivie d'un accident, d'autres encore pour une mort accidentelle suivie d'une dissimulation de cadavre. Chaque théorie a ses arguments, chaque théorie a ses failles. Aucune ne s'impose comme évidence. L'affaire Claire Renaudin reste obstinément irrésoluble, résistante à toutes les grilles de lecture habituelles. Les proches de Claire organisent une cérémonie commémorative en mars 2024, 32 ans après la disparition. Laurent Renaudin, affaibli par l'âge et la maladie, prononce un discours émouvant. Il remercie tous ceux qui ont aidé dans les recherches, salue les enquêteurs qui continuent de travailler sur le dossier, exprime son espoir fragile que la vérité finira par éclater. Des dizaines de personnes assistent à cette cérémonie, témoignant de l'impact durable de cette affaire sur la communauté locale. Les gendarmes promettent de ne jamais classer définitivement le dossier. Ils assurent que tant qu'il restera des pistes à explorer, des témoins à interroger, des technologies à exploiter, l'enquête continuera. Le formulaire retrouvé en 2022 a prouvé qu'un élément crucial peut ressurgir après des décennies d'oubli. Peut-être existe-t-il d'autres documents égarés, d'autres témoins silencieux,
d'autres indices enfouis quelque part. L'espoir, aussi mince soit-il, subsiste. Laurent Renaudin décède en juin 2024, à l'âge de 64 ans. Il n'aura jamais obtenu les réponses qu'il cherchait. Il emporte avec lui 32 ans de douleur, d'espoir déçu, de combats acharnés. Sa disparition marque symboliquement la fin d'une époque dans cette affaire. Les générations changent, les témoins s'éteignent, les souvenirs s'effacent. L'affaire Claire Renaudin devient progressivement une histoire froide, une légende urbaine, un mystère historique. Pourtant, le dossier reste ouvert. Des enquêteurs continuent de s'y intéresser, des journalistes continuent de fouiller, des passionnés continuent d'analyser. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle méthode d'investigation, chaque archive numérisée représente une chance infime de percer. L'ADN, la généalogie génétique, l'intelligence artificielle appliquée au cold case, autant d'outils qui n'existaient pas en 1992 et qui pourraient un jour faire la différence. L'affaire Claire Renaudin symbolise aujourd'hui toutes ces disparitions inexpliquées qui hantent les familles et défient les enquêteurs. Des milliers de personnes disparaissent chaque année sans laisser de traces, avalées par le néant, effacées de l'existence. Certaines refont surface, d'autres jamais. Claire appartient à cette seconde catégorie, du moins pour l'instant. Son visage sur les affiches jaunies, son nom dans les bases de données, sa mémoire dans le cœur de ceux qui l'ont aimée. Les années passent. L'affaire devient graduellement une référence dans les manuels de criminologie, un cas d'école pour les étudiants en investigation. On y étudie les failles administratives, l'importance des témoignages immédiats, la fragilité de la mémoire, la nécessité de ne négliger aucun détail. Le formulaire oublié pendant 30 ans devient l'illustration parfaite de ce qui peut mal tourner dans une enquête, même sérieuse, même sincère. Parfois, dans les cafés d'Orléans, des personnes âgées évoquent encore cette histoire. Elles se souviennent des affiches, des recherches, de l'inquiétude qui avait saisi la ville. Certaines affirment avoir vu Claire après mars 1992, dans un supermarché, dans un train, dans une rue lointaine. Mais ces témoignages tardifs, impossibles à vérifier, ne sont que des fantômes de plus dans une affaire déjà saturée de mystères. Claire Renaudin est devenue une ombre, une question sans réponse, une douleur sans guérison. L'enquête continue officiellement, mais l'espoir s'amenuise avec chaque année qui passe. Les nouvelles générations d'enquêteurs reprennent le dossier, l'étudient, tentent de nouvelles approches. Mais le temps a fait son œuvre destructrice. Les témoins sont morts, les preuves ont disparu, les souvenirs se sont évaporés. Il ne reste qu'un nom, des photos jaunies, des procès-verbaux poussiéreux et ce formulaire retrouvé par miracle qui n'a finalement mené nulle part. Claire Renaudin reste introuvable, ni vivante, ni morte, ni oubliée. Quelque part entre un taxi et une porte d'entrée, elle s'est volatilisée dans la nuit du 12 mars 1992. 32 ans plus tard, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Le formulaire découvert aux archives a relancé l'espoir puis l'a déçu. La dernière trace connue de Claire n'a fait qu'approfondir le mystère au lieu de le résoudre. Et l'énigme demeure, entière, irréductible, éternelle. L'affaire Claire Renaudin pose une question fondamentale. Comment une personne peut-elle disparaître sans laisser la moindre trace dans une ville moderne, en pleine nuit, sur un trajet de quelques centaines de mètres? Comment un formulaire crucial peut-il rester oublié pendant 30 ans dans des archives administratives? Comment une enquête sérieuse peut-elle échouer si totalement, malgré les moyens, malgré la volonté, malgré l'acharnement des proches? Ces questions hantent tous ceux qui se penchent sur ce dossier, et elles resteront probablement sans réponse définitive. Le formulaire retrouvé en mars 2022 a offert un espoir immense aux proches de Claire et aux enquêteurs. Pendant quelques mois, tout le monde a cru que cette archive oubliée allait enfin débloquer l'affaire, révéler la vérité, permettre le deuil. Mais comme souvent dans les cold cases, cet espoir s'est transformé en nouvelle frustration. Le document a simplement ajouté une couche supplémentaire de mystère sans fournir les réponses attendues. Claire reste disparue, introuvable, inexpliquée. L'histoire de Claire Renaudin nous rappelle la fragilité de nos existences, la facilité avec laquelle quelqu'un peut disparaître, l'impuissance des institutions face à certains mystères. Elle nous rappelle aussi l'importance de ne jamais abandonner, de continuer à chercher, à espérer, à se battre pour la vérité. Car même 30 ans après, même sans solution, l'enquête continue, et tant qu'elle continue, l'espoir, aussi ténu soit-il, demeure vivant. Quelque part peut-être,
Une autre archive attend d'être découverte. Une autre pièce du puzzle attend d'être révélée. Et peut-être, un jour, la vérité éclatera enfin.